Bonjour à tous, bienvenue à toutes et tous dans la J'aime vous questionne, le deuxième épisode du format où nous rencontrons un professeur d'université, nous lui posons des questions à la fois sur son parcours et sur ses sujets de recherche. Avant de commencer avec ce nouvel épisode, j'aimerais remercier l'ANDE pour les locaux et le matériel et aussi remercier Victor qui est derrière la caméra pour monter l'épisode ainsi que gérer toute la partie vidéo. Et j'aimerais évidemment remercier monsieur Louis Fagon d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, monsieur, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine. Vous avez été élu très récemment à ce poste, il y a un peu moins d'un an, même c'est votre première année, il me semble. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre parcours universitaire avant d'arriver jusque-là, donc de la licence jusqu'à la fin de votre doctorat? Alors, de la licence, j'ai commencé par faire une classe préparatoire à Lyon pendant 3 ans. J'ai intégré l'École normale supérieure de Lyon en 2012 maintenant, donc un petit bout de temps. Ensuite, à l'ENS de Lyon, j'ai hésité entre... alors c'est important que ce soit à Lyon déjà, ça pour la suite je pense, de l'interview, et aussi pour la suite de mes recherches, mais j'ai aussi hésité entre la géographie et l'histoire à la base, parce qu'au concours les deux sont mêlés, et donc ça a beaucoup marqué la suite de mon parcours. Ensuite, j'ai continué, d'abord en L3, j'ai été à l'Université Lyon 3. Et ensuite, j'ai effectué mon master 1 en Erasmus à Berlin, à la Humboldt-Universität, ce qui est aussi important pour la suite. Et j'ai passé l'agrégation et j'ai ensuite, pendant 2 ans, fait d'autres choses, notamment un peu de droit public ou des choses comme ça, avant de revenir après mon M2 qui portait sur autre chose que l'histoire environnementale. Je pourrais y revenir, mais j'ai fait mon M1 et mon M2 sur des choses totalement différentes de la suite. Je travaillais sur les politiques sociales allemandes et françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, je suis rentré en thèse en 2018 auprès de Geneviève Massart-Guilbault à l'EHESS à Paris pendant 5 ans, de 2018 à 2023. Et ensuite, j'ai enchaîné des postes d'assistant temporaire de recherche, d'enseignement et de recherche, avant d'être nommé effectivement, d'être élu maître de conférence cette année pour la première fois. Donc là, ma première année en tant que maître de conférence stagiaire qui va se terminer bientôt. Et je serai titularisé normalement en fin d'année, tout à fait. Vous l'avez dit, votre parcours, et vous avez hésité entre l'histoire de la géo qui fait aussi lien avec votre sujet de thèse, ça touche quand même beaucoup à la géographie du Rhône et de tous les départements que ça touche. Vous avez fait un peu de droit public, est-ce que votre parcours a toujours été fixé quand même sur la recherche en histoire, sur la recherche, ou ça c'est votre master, c'était aussi pour attendre un peu et découvrir ce qui vous plaisait Tout à fait, j'ai longtemps hésité, je voulais plutôt faire de l'enseignement à l'origine. Ensuite, j'ai eu l'idée d'être directeur d'hôpital, donc ce qui n'a quand même pas trop de rapport avec l'histoire non plus. Mais après avoir découvert d'autres milieux professionnels, etc., par des stages, je me suis rendu compte quand même que j'étais plus intéressé par le fait de faire une thèse. Et j'avais cette occasion, et donc je me suis lancé sur un thème qui effectivement est en lien quand même avec mon parcours, puisque c'est ce que j'explique dans le début de ma thèse, c'est qu'en fait c'est à la base une question simple sur la présence vraiment très impressionnante le long du fleuve de toutes ces centrales. Et le lien avec la géographie est simple puisque il y a un groupe important en fait, de géographes qui travaillent sur la géographie du nucléaire à l'ENS de Lyon et qui aujourd'hui maintenant se sont un peu dispersés, mais qui étaient un groupe important autour notamment de Romain Garcier ou de Théva Meyer, des gens que je cite abondamment et qui sont des collègues qui m'ont beaucoup marqué, qui s'intéressaient à la géographie du nucléaire. Et l'idée, c'était pour moi d'historiciser ces questions en l'abordant d'un point de vue historique, en fait, et non uniquement spatial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que vos sujets touchent l'histoire énergétique, l'histoire environnementale et d'autres sujets autour, aussi l'histoire un peu de la géographie, ou en tout cas la géographie historisée, comme vous l'avez dit. Alors pour le côté définition, je vais plutôt y venir par rapport à mon propre parcours. C'est que moi, à l'origine, je ne pensais pas faire de l'histoire environnementale, en fait. Je me suis intéressé à l'histoire du nucléaire parce que, justement, au contact de ce groupe de géographes, mais aussi au contact personnel d'une amie qui avait commencé à travailler sur ce sujet, elle s'était intéressée au nucléaire le long du Rhin. Je m'étais rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de travaux à faire sur cette question. Et que l'histoire énergétique, en fait, était à un tournant dont je n'avais pas du tout conscience. Donc moi, c'est par le nucléaire, c'est par cette question purement spatiale, purement d'intérêt de voir
une concentration très importante de centrales le long du fleuve, et de me dire comment on peut travailler sur cet aspect en fait. Et moi, c'est par cet aspect-là que je suis arrivé à l'histoire environnementale, c'est par une question de méthode et de source. L'idée, c'était que, avec le fait que je fais aussi du droit public et de l'histoire de l'État, certes, le système français est très centralisé, et pendant longtemps, on a considéré le système nucléaire comme un système dans le Paris, mais il faut bien construire les centrales. Il faut bien construire, il faut bien avoir des relais en préfecture, des relais politiques au niveau des mairies, au niveau des préfectures, au niveau des départements, des régions aussi qui apparaissent dans les années 60. Il faut avoir donc ce type de relais, et donc forcément on a un frottement, et donc forcément on a des archives. Et c'est après en fait que je me suis posé des questions et que ça m'a entraîné vers l'histoire environnementale. C'est finalement à la base un pari archivistique. Et pour le côté histoire énergétique, de fait, je me suis retrouvé, donc j'ai contacté ma directrice de thèse, Geneviève Massard-Guilbault, sans avoir une conscience complète en fait, de son poids dans la recherche, puisque c'est la chercheuse qui a en quelque sorte fondé l'école actuelle d'histoire environnementale en France, et qui appelait justement quelques années avant ma thèse à une histoire renouvelée de l'énergie, dans un mouvement qui en fait est un mouvement qui date de la fin des années 90, début 2000, d'essayer d'analyser les transitions énergétiques, non pas de manière téléologique, mais d'interroger en fait ce système de transition historique, de comment on passe concrètement, matériellement, d'une mobilisation d'une source d'énergie à une autre. Et donc c'était cette idée de repartir du bas, du très concret, qui est aussi au cœur de mon travail et au cœur de ce mouvement en fait, qui est international. Si ce courant il est en train d'être renouvelé, notamment avec votre thèse, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu énormément de travaux qui ont été faits avec du coup d'autres points de vue, d'autres manières de l'aborder, que ce soit en termes de sources ou de méthodes. Est-ce que du coup, dans ce cas-là, l'histoire environnementale est une nouvelle manière d'aborder ça et une manière autant dans la méthode mais aussi entre guillemets dans votre carrière de pouvoir aborder ça de manière nouvelle et du coup vous placer dans ce courant plus facilement? Alors il y a plusieurs choses effectivement dans votre question. Alors pour la première chose, c'est que si je prends l'exemple du nucléaire, par exemple, qui est assez typique de la manière dont on a écrit l'histoire, c'est même un cas extrême de l'énergie, c'est qu'on a commencé par les grandes décisions, des décisions politiques. Tout s'est fait autour de 4-5 personnes. À Paris, dans quelques bureaux, et par les décisions de Gaulle qui signe tel décret à tel moment, etc. Enfin, c'est vraiment une histoire par le haut, qui ensuite, du coup, avait un aspect très téléologique, qui s'est ensuite, en quelque sorte, descendu, en quelque sorte, vers les entreprises, une histoire d'entreprise qui est très dynamique dans les années 80, avant de prendre un tournant plutôt sciences et technologies dans les années 90, sous l'influence des STS américaines. Et en fait, aujourd'hui, on a des nouvelles thématiques importantes en lien avec l'histoire environnementale, mais pas uniquement, mais de revenir à la matérialité, de revenir à concrètement quelles sont les implications sociales. Par exemple, si je prends l'exemple du charbon, quelles sont les implications sociales d'utiliser du charbon? Il y a un très bel ouvrage de Charles-François Matisse qui est sorti il y a quelques années. C'était son habilitation à diriger les recherches sur le charbon en Angleterre et sur à quel point un objet comme le charbon, qui est un objet qui est a priori du quotidien, qui est très banal et qui est aussi très trivial, en fait conditionne des rapports sociaux, conditionne des rapports de pouvoir, conditionne la manière dont on se chauffe, dont on organise le logement. La manière d'apporter le charbon dans le logement est genrée. La mobilisation contre les pollutions a des rapports de genre, des rapports de domination sociale, etc. Et en fait, en tirant le fil, lui parle de civilisation du charbon et montre en fait comment toute la civilisation anglaise du 19e jusqu'au début du 20e est structurée par le charbon. Donc en fait, c'est cet aspect-là, moi, de ce côté très matériel qui a des implications sociales beaucoup plus larges. C'est une manière qui est très efficace pour moi, je pense, de revoir cette histoire et qui est très liée à l'histoire environnementale. Puisqu'on peut faire de l'histoire environnementale à partir de déchets, à partir d'objets très concrets, très petits. Et c'est aussi, je pense, un jeu d'échelle qui est important, mais qui est aussi utile, je pense, quand on réfléchit aujourd'hui à des sujets de mémoire, par exemple, ou des sujets de thèse, je trouve que c'est mieux aussi, c'est plus rassurant de prendre un objet simple, très
une sorte de petit carré en fait, et de voir après ce qu'on peut en faire. Ça permet de poser des questions très importantes en fait à une petite échelle. Et la question sur la carrière, alors ce qui est intéressant, c'est que de fait, sans le savoir, je me suis placé dans un mouvement très dynamique, qui d'ailleurs l'a prouvé, hein, puisque j'ai eu un poste assez rapidement, ce qui aurait été impossible il y a une quinzaine d'années. Et ce qui reste compliqué encore aujourd'hui pour certains chercheurs. C'est très compliqué, oui. Mais c'est quelque chose qui est valorisé actuellement. Le poste sur lequel j'ai été recruté, par exemple, a été ouvert parce qu'il a été fléché en histoire environnementale. Ça l'a facilité, ça facilite les créations de postes aujourd'hui, quand même, dans l'université où il n'y a pas une énorme dynamique économique et budgétaire. Et l'année où j'ai candidaté, il y avait même un deuxième poste sur le même profil, à Paris 4. Donc c'est quelque chose qui est quand même dynamique. Cette année, il y avait encore un poste en histoire moderne, en histoire environnementale. Et même sur d'autres profils, par exemple, je le sais voilà, de part de collègues qui ont fait les recrutements, un collègue va se distinguer d'un autre en parlant d'histoire environnementale sur un poste, par exemple, en histoire de la guerre ou en histoire des conflits au 19e siècle, 20e. Avoir cet aspect, cette sorte de nouvelle focale en plus, qui n'est pas une focale qui remplace les autres, c'est un outil supplémentaire. C'est un atout aussi, effectivement, très concret, en fait, en termes de carrière. C'est pas révolutionner l'histoire, c'est pas proposer une nouvelle manière de faire ou une révolution comme on a pu le proposer précédemment avec voilà, le coup de balai de l'école des annales ou des choses comme ça. C'est vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment de nouvelles sources, il n'y a pas vraiment de méthode spécifique. C'est très peu précis, en fait, l'histoire environnementale, mais c'est ce qui fait aussi sa force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est apporter de la complexité, en fait, apporter un regard peut-être supplémentaire, mais aussi connecté, des choses qui ne l'étaient pas. Enfin, par exemple, une des frontières actuelles de l'histoire environnementale qui est passionnante, c'est d'essayer de relier en histoire industrielle l'histoire de la santé des travailleurs qui travaillent au quotidien et qui voilà, souffrent de maladies professionnelles, qui ont plus ou moins été reconnues, et les populations, les riverains aux alentours, qui eux dépendent donc d'un autre système d'indemnisation, d'un autre système de régulation depuis l'industrialisation, mais qui pourtant sont souvent les mêmes personnes, parce que c'est souvent les familles des ouvriers qui habitent à côté des sites. Et l'idée, c'est par la question environnement au sens large, l'environnement de travail et l'environnement hors du travail, de relier des historiographies, des questions, qui ont été reliées finalement de fait par les sources, parce que vous avez des inspecteurs du travail d'un côté et des inspecteurs des établissements classés de l'autre, même si à certains moments on tente de les joindre, mais de fait on a cette séparation qui est très forte et qui a structuré la recherche historique elle-même, parce qu'on dépend des sources aussi qu'on utilise. Oui. Donc sur un cas comme ça, par exemple, c'est un cas qui est vraiment très intéressant d'utilité de ce nouveau regard d'arriver, de dire en fait on a certes de la santé au travail à étudier depuis les années 80 qui est très dynamique, mais en fait la fumée, les pollutions, la santé environnementale a aussi une histoire, et les deux ensemble ont une histoire à nous raconter. Vous avez beaucoup abordé déjà la question des sources, c'est quelque chose sur lequel je voulais aussi revenir. Est-ce qu'en histoire environnementale, et à travers votre sujet de thèse évidemment, est-ce qu'il y a des sources en plus, des sources que d'autres n'auraient peut-être pas vues dans l'ancienne historiographie de l'histoire énergétique par exemple, ou du nucléaire, etc. Ou alors c'est les mêmes sources vues différemment, et est-ce que vous pouvez peut-être, sur d'autres sujets que vous connaissez, montrer que l'histoire environnementale traite aussi de nouvelles sources un peu moins classiques que ce que pourraient analyser d'autres thématiques historiques? Alors oui, alors il y a plusieurs questions aussi. Donc sur la question de nouvelles sources, alors je vais commencer plutôt par les sources anciennes. C'est-à-dire que vous avez souvent l'idée d'analyser d'anciennes sources, des sources classiques, avec un regard environnemental en quelque sorte. Je pense par exemple à étudier ce qu'on a vu en cours avec la question des forêts, par exemple, d'étudier en fait, se poser des questions, de prendre au sérieux le discours sur l'environnement et sur les discours sur la sécheresse et sur la déforestation, en les réinsérant en fait dans des discours politiques, dans des discours sociaux du 19e, est-ce que ça peut nous dire de dynamiques sociales beaucoup plus importantes? En fait, encore une fois, prendre des objets assez classiques, mais les revisiter. Des sources qui n'ont pas été vues pendant longtemps, qui ont été considérées comme inutiles, encore une fois, ce serait toutes les autorisations des établissements classés. On a une quantité de dossiers d'autorisation,
depuis le 19e siècle dans les archives, qui sont conservées parce que, bon, déjà, on conserve ces archives comme dans toute classification d'archives locales et départementales, mais aussi parce qu'elles permettent de faire valoir des droits, de connaître des anciennes pollutions. Et surtout, vous avez des listes comme ça d'autorisation, d'enquêtes publiques, très répétitives, c'est une routine. Mais ce sont des dossiers qui, pendant très longtemps, n'ont pas été utilisés. Parce qu'on ne savait pas quoi en faire, parce qu'on n'avait pas finalement les questions à leur poser, ou que les questions en fait, concernaient plutôt des droits ou des recherches privées. Et justement, le fait d'en faire un objet d'histoire, de voir qu'on peut en faire quelque chose, qu'on peut raconter une histoire des pollutions, c'est quelque chose qui était là sous notre nez, mais qui n'a pu arriver que grâce à l'histoire environnementale. Et après, l'histoire environnementale en termes de nouvelles sources. Alors, je vais prendre 2 exemples. L'exemple de ma thèse. Donc moi, l'idée, c'était de penser différemment le nucléaire par le côté matériel. C'est-à-dire qu'avec cet aspect où le nucléaire, on le pense comme une énergie en dehors du territoire, on le pense comme une énergie, voilà, c'est le mythe originel aussi d'une énergie illimitée qui se passe, encore aujourd'hui, on peut se passer, on a l'idée qu'on peut se passer un peu des problèmes du pétrole ou de la matérialité des oléoducs, etc. Mais ça reste une énergie qui est quand même ancrée dans le territoire et qui est ancrée dans de l'eau surtout. Il faut d'énormes quantités d'eau pour faire fonctionner une centrale nucléaire, pour la refroidir notamment, mais aussi pour relâcher des effluents radioactifs. Et donc l'idée, c'était que, comme on avait cet usage de l'eau, ça pouvait être aussi une manière de trouver des sources. Parce que quand j'ai commencé à vouloir travailler sur le nucléaire, tout le monde s'est dit, bon, le nucléaire très centralisé, les archives sont à Paris. Je suis allé aux archives nationales, on m'a refusé l'accès à des dossiers, et quand j'ai pu avoir accès à certains dossiers, par exemple des dossiers de demande de déclaration de l'utilité publique, des DUP, c'est pour implanter vraiment la centrale. Donc vous avez un dossier qui présente la centrale, l'environnement, etc. J'avais le droit uniquement à une consultation sans appareil photo, en notant à la main, etc. Donc c'est quand même très long, c'est des dossiers qui font 400-500 pages. Bon, du coup, je me suis dit, effectivement, ça a l'air compliqué. En fait, si on suit le Rhône et qu'on s'en sert en fait comme un appui administratif, parce que c'est une limite entre des départements, et comme de toute façon la centrale est obligée de pomper de l'eau, en suivant cet aspect environnemental, j'ai trouvé des sources. Ça permet par exemple de penser que pour qu'une centrale fonctionne, elle doit demander l'autorisation par exemple au service qui gère le fleuve. Le service en question s'appelle le service de la navigation. C'est un vieux service d'ingénieurs, ce sont des corps des mines, non, des corps des ponts et chaussées, pardon, des corps des ponts et chaussées, justement les corps des mines sont plutôt dans le nucléaire. Et en fait, ce sont des gens qui, depuis des siècles, en fait, font ces autorisations. Dès le 19e, on a énormément de dossiers comme ça de demandes. Vous pompez de l'eau pour l'utiliser pour l'agriculture, vous devez déposer une demande d'autorisation. Vous pompez de l'eau pour un usage industriel, de même. Donc la centrale nucléaire aussi. Et donc, par cette demande, j'ai pensé en fait en termes de... Je pense que c'est vraiment la meilleure image quand on cherche des sources, c'est de penser par frottement. Et donc, comme il y avait un frottement avec l'environnement, forcément, ça laisse une trace quelque part. Comme un individu, la centrale va laisser des traces partout. Et c'est une manière, en fait, par l'environnement, de trouver des archives, en fait, simplement. Et j'en ai trouvé vraiment beaucoup, parce qu'en fait, les archives départementales sont remplies de dossiers sur le nucléaire, qu'on n'a pas cherché, puisqu'en fait, on les cherche au niveau national. Mais elles sont toutes là. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est lié aux questions du temps, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire qu'avant on a mal fait l'histoire et que maintenant on l'a fait mieux, c'est-à-dire que c'est des questions qui évoluent et des travaux qui sont utiles, parce que par exemple, les chroniques qui ont été écrites dans les années 50-60, très précises, très précises sur des décisions politiques, servent aujourd'hui pour mieux comprendre justement cette implication, cette implantation très locale, parce qu'on a eu ces travaux précédents. Après, certains travaux ont posé problème, notamment dans le nucléaire, puisqu'il y a aussi tout un pan de l'historiographie qui est directement issu des acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez des groupes autour des productions qui sont directement financées par EDF ou par le Commissariat de l'énergie atomique. Et donc dans ces cas-là, il se pose la question aussi d'ouvrages qui sont à la limite entre la source et le travail d'historien, parce qu'en fait, sur certains ouvrages des années 80, on est un peu entre les deux, quoi. Mais effectivement, donc, il y a cet aspect de nouvelles recherches. Et après, pour prendre des exemples plus radicaux, on va dire, parce que ce n'est pas trop sur mon sujet, mais en histoire environnementale, on peut par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui s'appuient sur de l'archéologie, sur des travaux en collaboration avec des scientifiques dits sciences dures,
que ce soit des hydrauliciens, des spécialistes, des forestiers, ou des gens qui sont en fait au contact par leur travail avec des questions environnementales, qui sont des spécialistes d'un autre aspect en fait de l'environnement, mais qui peuvent en fait apporter beaucoup de choses à la recherche historique. Par exemple, étudier sur le très très long terme les évolutions des usages d'une rivière, ça nécessite d'aller voir des archéologues, ça nécessite d'aller voir des hydrauliciens, ça nécessite d'aller voir aussi des bactériologues, etc. Ou je pense par exemple à un historien actuel qui est pareil une très grande référence, Stéphane Friou, qui travaille par exemple sur la pollution de l'air, a historicisé la pollution de l'air, et qui a travaillé avec des scientifiques spécialistes de ces types de pollution en milieu urbain, etc. Et donc avec un croisement qui est toujours très fécond et qui est très important, comme travailler en histoire économique avec des économistes. C'est toujours ce principe d'interdisciplinarité qui est important. Donc monsieur, dans cette première partie, nous avons vu que l'histoire environnementale, ce n'est pas une nouvelle thématique, mais une manière d'aborder des thématiques déjà historisées d'une autre manière, peut-être plus pratique et plus dans le concret. Ça permet aussi de lier des sujets entre eux grâce au prisme environnemental et du coup de renouveler l'historiographie de certains sujets qu'on aborde déjà plutôt bien. Cette nouvelle historiographie, elle permet aussi d'avoir un avantage certain dans la recherche, entre guillemets, dans le sens où on va pouvoir plus facilement se démarquer grâce à cette nouvelle historiographie. Mais c'est aussi une nouvelle manière de revoir les sources, que ce soit en termes de méthodologie, mais aussi de vision. C'est-à-dire qu'on va revoir des anciennes sources qu'on a déjà pourtant étudiées, mais avec un nouveau prisme, pour pouvoir en extraire de nouvelles informations. Mais c'est aussi un moyen d'observer de nouvelles sources, des documents, ou même des sources plus physiques. Parce que du coup, vous l'avez dit, l'histoire environnementale, c'est aussi aller parler avec des professionnels de l'environnement, que ce soit dans les rivières, des archéologues, etc. Et aussi, je rajouterais également le côté politique et contemporain de la question, c'est-à-dire qu'on ne peut plus ne plus voir et se priver en fait de la compréhension de dynamiques qui aujourd'hui sont globales et à l'ère du changement climatique, en fait, on ne peut plus penser l'industrie comme étant complètement hors sol ou hors justement atmosphère ou cycle de l'eau, etc. Et que malgré tous les débats, tous les défauts, toutes les critiques qu'on peut avoir sur les termes qui sont employés, anthropocène, etc., il y a une réalité en fait actuelle, une actualité. On pose forcément les questions du présent au passé, c'est une nécessité. Donc le fait qu'on ne l'ait pas vu pendant des années, qu'on n'ait pas parlé de pollution, mais qu'on ait parlé par exemple de crise ouvrière, de l'identité ouvrière, de désindustrialisation, c'est des questions des années 80, des années 90. Aujourd'hui, ce sont ces questions-là qui sont centrales, même aussi au niveau citoyen, en fait, et qui expliquent que l'histoire environnementale soit une nécessité. C'est même plus un débat, en fait. On a besoin de renouveler notre regard et notre compréhension. Très bien. Merci à tous d'avoir visionné cette première partie de notre entretien avec M. Fagon. On se retrouve tout de suite sur YouTube pour la deuxième partie qui va concerner plutôt les thématiques de fond de vos sujets, de votre thèse surtout, pour un peu en comprendre plus sur ce que vous avez écrit. Merci à tous.